Burkina Faso, départ de sabre. Pourquoi le choix du Niger? C'est notre thématique du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes et nationalistes et surtout de tous ceux qui pensent à l'Afrique, tous ceux-là qui rêvent de la voir debout, enfin libre. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. La France a accepté la demande des autorités du Burkina Faso de retirer toutes ses troupes du pays. Le Burkina Faso, qui lutte actuellement contre une insurrection djihadiste, affirme vouloir se défendre. Il y a actuellement sur le sol burkinabé 700 forces spéciales françaises au Burkina Faso qui n'ont plus que quelques jours pour partir. Les autorités burkinabées leur avaient donné un mois pour quitter le sol du pays des hommes intègres. L'année dernière, la France avait également quitté le Mali voisin où ses troupes avaient passé 8 années sans parvenir à combattre, on va le dire, les militants djihadistes et surtout terroristes. Il faut rappeler que le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a confirmé que le gouvernement burkinabé avait envoyé une demande écrite pour le départ de ses troupes. Nous respecterons les termes de l'accord en honorant cette demande, a déclaré d'ailleurs ce porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Le Burkina Faso est frappé par des attaques terroristes qui durent depuis plus de 10 ans aujourd'hui et qui a forcé près de 2 millions de personnes à quitter leur foyer. Plus récemment, des djihadistes présumés ont enlevé une 60aine de femmes qui cherchaient de la nourriture dans le nord du pays. Au début du mois de décembre, les corps de 28 personnes abattues ont été retrouvés dans la ville de Nouna, dans le nord-ouest du pays. Elles ont depuis été libérées. Le capitaine Traoré a promis de reconquérir des territoires aux mains des djihadistes et d'organiser des élections démocratiques en juillet 2024. Il faut préciser par ailleurs que les mercenaires de sabre ont donc été priés de quitter le Burkina Faso dans les plus brefs délais. Dans cet empressement, et ce qui semble d'ailleurs curieux, la France ne rappelle pas ces mercenaires, mais affirme que ces derniers vont rejoindre les autres de Barkhane au Niger. Pourquoi le Niger? C'est notre première interrogation. Pour les autorités nigériennes, pourquoi est-ce que les autorités nigériennes acceptent-elles d'accueillir des mercenaires français qui sont un danger pour le Sahel? Et pourquoi la France n'accueille-t-elle pas ses propres soldats sur son sol, les accueille en héros, et si ces derniers étaient en mission civilisatrice et de lutte contre le terrorisme? Pourquoi les mercenaires français doivent replier au Niger? Le Niger est-il devenu la base arrière du mercenariat français en Afrique? En tout cas, c'est des questionnements que nous avons ce matin. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant à l'université de Douala, il est panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gauss, bonjour aux milliards de téléspectateurs que nous avons et qui rendent ce combat concret. Leur disons merci pour l'engagement, leur disons restons confortés dans l'idée de notre lutte et atteignons les résultats que nous nous sommes fixés. La victoire au bout, nous l'attendons, elle est imminente. Notre mobilisation perpétuelle, notre mobilisation constante va certainement nous y porter dans les jours à venir. Très heureux de vous avoir, Jonathan Batengene, encore ce matin pour répondre justement à nos questions. Eh bien, là-bas, du côté du Burkina Faso, vous avez d'ailleurs cette information. Les autorités burkinabées avaient demandé à cette force sabre de quitter son sol dans les plus brefs délais. D'ailleurs, il faut le dire que le délai qui avait été donné, c'est 1 mois. Finalement, eh bien, les autorités françaises ont pris l'initiative de dire oui, nous allons respecter les accords avec justement les autorités burkinabées, mais il faut dire également que les autorités françaises déclarent que cette force sabre ira rejoindre l'autre force Barkhane chassée du Mali au Niger. En fait, on aura donc finalement la force sabre qui va compléter le dispositif de la même force. Parce que pour certains qui ne le savent pas, Barkhane, en langue touareg, en langue, ça signifie déjà sabre. Oui. Donc, ils avaient simplement les 2 sabres qui devaient certainement couper les armées du Sahel, parce que la guerre, elle est d'abord symbolique. Mon frère Ngosso me l'avait tout le temps expliqué. Et il faut aussi que nos téléspectateurs le sachent. La guerre, elle est d'abord symbolique avant que d'être matérielle.
Donc, ils ont utilisé les symboles du sabre. Pourquoi les symboles du sabre? Quand vous rentrez dans l'historique des opérations militaires françaises, vous allez voir que chaque fois, ils utilisent un symbole qui correspond à un élément qui est déterminant dans la lutte contre un peuple en particulier. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire, ils avaient intitulé, ils avaient nommé leur mission l'opération Licorne. Oui. Et qu'est-ce que la licorne? La licorne, c'est un animal qui peut tuer l'éléphant. Avec sa corne, c'est un cheval à corne, qui a une corne. Donc, c'est un animal qui peut tuer l'éléphant. C'est un animal qui a la capacité de maîtriser l'éléphant. Et c'est un animal mythologique qui sort de la représentation normale. Or, quand vous allez dans la philosophie chinoise, qui est une reproduction de la philosophie antique grecque, égyptienne, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les Chinois disent les animaux existent de deux ordres, du moins les êtres existent de deux ordres. Oui. Ils disent les êtres vivants existent de deux ordres. Ceux qui appartiennent au monde physique et ceux qui appartiennent au monde de l'imaginaire. Ils ne disent pas spirituel, ils disent de l'imaginaire. Pour eux, l'imaginaire renferme tout ce que nous appelons spirituel. Donc, dans les êtres vivants dans le spirituel, il y a l'animal mythique, mythologique de la licorne qui a été utilisé par la France. D'ailleurs, le navire qui va encore être accosté en Côte d'Ivoire sera un navire avec un nom mythologique, le Tonnerre. Mais le Tonnerre, quand vous regardez les signes qui caractérisent le Tonnerre, au lieu que d'avoir un éclair, comme signe caractéristique, sur le navire Tonnerre, vous avez plutôt un dragon de type japonais. Et quand vous rentrez dans la mythologie japonaise, vous comprenez pourquoi ils l'ont nommé le Tonnerre. Parce que c'est un animal qui dompte. C'est un animal qui apporte le pouvoir à celui qui l'a. Donc, il y a cette volonté toujours de procéder par les symboles, parce que la France, contrairement à ce que nous pensons, c'est pas un pays qui fonctionne simplement sur les codes tout à fait officiels, sur les codes simples de lecture. C'est un pays qui a pratiqué d'abord le vol des connaissances ancestrales africaines, qui s'est inspiré de ces vols, de ces connaissances-là, et est en train de les utiliser dans le cadre de sa politique mondiale. La France, ce n'est pas seulement le pays que nous voyons. C'est un pays qui, profondément, a un autre ancrage spirituel et qui utilise cet ancrage spirituel pour asseoir son hégémonie. Donc, au niveau du Sahel, ils ont pensé à ces missions. De l'autre côté, ils l'appellent sabre. Et au niveau du Mali, il l'appelle Barkhane. Pourquoi ils utilisent la langue locale au Mali et la langue française au Burkina? En fait, dans leur entendement, le Burkina était un pays déjà, de leur point de vue, pacifié, un pays conquis. C'était un pays acquis. C'était le pays où on a eu Blaise Compaoré. Après Blaise Compaoré, ils ont manœuvré pour que son président de l'Assemblée nationale soit président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré. Oui. Et ils ont tout fait pour que les généraux soient impliqués, les généraux burkinabés soient impliqués dans le trafic de drogue et le trafic d'armement. Donc, ils savaient que les principaux décisionnaires au Burkina, par exemple, les ministres étaient très corrompus, donc ils savaient que les principaux décisionnaires étaient acquis à leur cause. Au niveau du Mali, ils procèdent différemment parce qu'ils avaient un projet. C'était de créer un État fantoche, l'Azawad. Donc, Barkhane devait être le couteau qui devait sectionner le Mali et permettre à l'Azawad de prendre forme. Déjà, le message en langue touareg était une manière de les inviter à prendre leurs responsabilités. Au niveau donc du Burkina Faso, le sabre qu'ils utilisaient, c'était le sabre français. En fait, dans la connotation, c'était le sabre français pour davantage dompter les peuples, par exemple les peuples Dogon, qui sont les maîtres de la forge. C'était une manière de dire, nous contrôlons désormais les peuples Dogon. D'ailleurs, vous savez que quand il y a eu la révolution, la première révolution burkinabé après le départ de Roch-Marc Christian Kaboré, il s'est posé un problème. C'est que les acteurs se sont retrouvés face à la question tribale qui est devenue très proéminente. Et malheureusement,
des gens ont commencé à parler des Dogons comme étant une sorte de groupe qui méritait de manière naturelle le pouvoir. C'était en fait, ça participait de cette instrumentalisation de la tribalité par la France et ça les rassurait que désormais ils contrôlent. Ils se disaient que en contrôlant simplement les élites et en contrôlant surtout les élites Dogons, ils avaient le total contrôle du Burkina Faso. Ils n'avaient jamais imaginé que tous ces peuples-là, les peuples burkinabés, tous ces peuples allaient s'entendre et passer outre cette division qu'ils avaient voulu créer entre eux. Et donc, les Burkinabés ont bien réussi à remettre en question ce qu'ils croyaient avoir fait établi comme consensus et les Burkinabés ont su se réinventer au-delà de ce que les Français avaient imaginé. Donc, les deux forces SAP avaient une signification bien précise. Mais aujourd'hui, on peut dire que la géopolitique africaine, qui elle-même n'opère pas seulement du domaine du visible, a eu raison de ces deux forces-là. Est-ce la fin de la mission Sabre? La mission Sabre est morte. C'est pas seulement la fin, elle est morte. Quand la France est obligée aujourd'hui d'enfourrer ces deux sabres et les ramener au même endroit, ça veut dire qu'il y a un travail de forge qui doit être refait. Donc, on n'aura plus jamais la même force Barkhane, on n'aura plus jamais la même force Sabre. Même s'ils décident de les fusionner désormais en une seule force, c'est un tout autre objet qui va ressortir de là. Oui. Et ce sera intéressant parce que désormais, nous aussi, on va scruter le nom qu'ils vont donner à cette nouvelle force. D'ailleurs, nous invitons tous les Africains à regarder les noms qu'ils utilisent. Parce que quand on entend opération Tempête du désert, opération Barracuda, les Occidentaux ne choisissent pas les noms de missions au hasard. Chaque mission correspond à une vision mythologique ou bien une vision spirituelle qu'ils ont de leur déstabilisation de la zone. Et donc, on va bien scruter ce que deviendra cette force au niveau du Niger. Quel sera le nom qu'ils utiliseront? Et le nom nous renseignera sur les nouvelles visées de la France. Pourquoi avoir choisi le Niger aujourd'hui? Le Niger, aujourd'hui, c'est la base de repli carrément de l'Occident en déroute dans le Sahel. Quand vous regardez le Tchad, ce n'est pas si serein que ça. On peut dire que le pouvoir tchadien lui-même n'est pas panafricaniste. Il n'est pas assez fort pour vraiment mettre en difficulté l'Occident. Mais le Tchad a une grosse incertitude. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Tchad est proche d'un pays comme le Cameroun, qui est le centre d'irradiation du panafricanisme. Et si vous regardez toutes les manœuvres de déstabilisation qui ont cours en Afrique centrale, vous allez voir que il y a comme une volonté d'encercler le Cameroun et de finalement cogner fort sur le Cameroun pour que ce centre d'irradiation soit perturbé. Donc, voyant que le Tchad pouvait pas être une zone de confort pour les forces occidentales, ils se disent, nous allons nous relocaliser au niveau du Niger. Pourquoi le Niger? Parce que le Niger, c'est proche du Nigeria. Malheureusement, le Nigeria, c'est une force acquise à l'Occident. Le Niger, c'est un pays qui est dominé par un endocolon qui lui-même n'a pas une véritable identité. Vous savez qu'il a des conflits d'identité au niveau de la Libye. On soupçonne qu'il vient de Libye. D'aucuns soupçonnent que non, il a plutôt de la parenté au niveau de l'Algérie. Beaucoup pensent qu'il est beaucoup plus algérien ou libyen que nigérien. Et il se trouve que pendant ces années de maturation en tant que rebelle, parce qu'il a été rebelle lorsqu'il maturait politiquement dans la sous-région, il était rebelle au niveau du Mali. Donc, il a participé d'ailleurs aux accords de paix de 93, pour parler de paix de 93, autour du président Modibo, du président, pardon, le président qui est mort. Passé, on va y revenir. Ok, il a participé, je crois en 92, il a participé à ces accords et il se retrouve à la fin au Niger président. Vous avez suivi le premier ministre par intérim du Mali qui a dit mais nous on n'a pas voulu lui répondre parce que on n'avait pas, on voulait pas, on avait des problèmes autour de sa nationalité et puis bon, nous on voulait pas répondre comme ça, mais c'était une manière de dire, nous on sait que tu es un frère malien parce que tous ces jeunes-là, ils étaient déjà dans l'armée lorsque le colonel Assimi Goïta certainement venait de commencer ses classes ou bien il finissait ses classes en tant que jeune
jeune en formation dans l'armée, ou bien le colonel Maïga. Donc, ils l'ont connu, ils l'ont côtoyé, ils savent que vraiment, celui-ci, c'était ATT, voilà, c'était le président ATT, Amadou Toumani Touré, tout à fait. Donc, ils savent que voilà, celui-là, on l'avait vu dans la salle, il était un compatriote. Mais aujourd'hui, on le voit président du Niger. On voulait même pas parler de ça en public parce qu'on était quand même fiers de toi. Et tu es venu tout gâter, tu nous chambres tout le temps, tu es en train de faire la grande gueule, tu te fais le porte-parole de la jeune française. Donc, ils disent, bah, on est obligé de dire que tu es un frère. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un pays dirigé par un Labin de cet ordre-là. Il est carrément quelqu'un avec une identité floue. Oui. C'est quelqu'un qui sait qu'au Niger, il ne peut pas compter sur les Nigériens parce qu'il n'est pas légitime. Il sait qu'aujourd'hui, son pouvoir n'est pas un pouvoir assis sur des bases solides et il compte essentiellement sur les pays, les puissances occidentales pour continuer à diriger de manière tout à fait bizarre ce pays qu'est le Niger. Parce que je dis bizarre parce que vous avez un pays comme tel qui a de l'uranium mais qui a une grosse partie de son territoire qui est dans le noir. Vous vous demandez bien comment vous pouvez produire de l'uranium et être dans le noir. Vous avez des questions de déchets radioactifs qui sont enfouis dans du sable avec les risques de pollution que ça comporte. Pas seulement enfouis dans le sable, c'est d'ailleurs visible à l'œil nu. À l'œil nu, avec les risques que ça comporte. D'ailleurs, il se trouve que dans certaines zones, ce que j'ai appris finalement à partir de la presse nigérienne, il est impossible qu'un Nigérien s'aventure sur une partie du territoire. C'est impensable. Où est-ce qu'en France, ça se passe comme ça? Sauf dans les villes militaires, dans des pays. Parce qu'en France, aux États-Unis et en Russie, dans les grands pays, là, dans les pays militairement bien armés, ils ont ce qu'ils appellent les villes militaires. Dans les villes militaires, on n'entre pas comme ça. Mais si vous n'êtes pas dans une ville militaire, vous êtes dans des villes normales, comme au Niger, vu qu'il n'y a pas de ville militaire, comment se fait-il qu'il y ait une partie du territoire où le citoyen nigérien ne soit pas autorisé à se rendre? Les Nigériens vont-ils laisser justement cette inondation de militaires français, suédois, de l'ONU, américains, prendre carrément total contrôle de leur territoire? Mon frère Ngos, aujourd'hui, le peuple nigérien est en train de se maturer. Ce peuple va se lever. Ce peuple est en train de se lever. Ça va y aller progressivement. Il y a beaucoup de choses qui sont occultées. Si l'épisode de Monsieur Ité, le boxeur de Niamey, ambassadeur de France, on veut bien qu'un ambassadeur soit boxeur, mais qu'il ne l'exprima pas dans les amphithéâtres. Donc, vous avez vu cet épisode comme moi. On ne s'y attendait pas. Un Nigérien lui a tenu tête. Lui a montré qu'il n'était pas en bon voyage, comme on dit souvent chez nous au Cameroun. Que, en fait, la jeune Française était complice des terroristes. Le peuple nigérien est au courant de tout ça. Le peuple nigérien vit les réalités du terrorisme. Ce peuple-là ne supportera pas. Il faut aussi, pour les Africains qui peuvent être sceptiques, il faut qu'on rappelle. Au Mali, il y avait plusieurs soldats français. C'était plus de 2000. Il y avait au Mali plusieurs militaires européens. Les 10 Suédois, les Danois, les Allemands, tout ça. Ils étaient au Mali. Mais aujourd'hui, ils sont tous partis. Ça veut dire que c'est pas leur concentration. Au niveau du Niger, même la base militaire états-unienne qui est au Niger, celle de 100 millions de dollars, là, ce n'est pas leur concentration qui garantit leur pérennité. C'est une étape dans notre combat. Quand le peuple nigérien va se lever, et nous savons que ce peuple va se lever, ce peuple a déjà montré, a déjà bloqué la voie à un convoi français à Terra. Ça veut dire que ce peuple est capable de tenir tête à ses forces. Et nous prions que les populations prennent leurs responsabilités au plus vite. Eh bien, dès qu'elles vont s'engager, mon frère Ngos, toutes ces bases seront obligées de déménager. Nous savons que cette année 2023 sera une année cruciale pour le Niger. Année cruciale pour le Niger quand on sait finalement qu'il y a encore quelques semaines, on va le dire au président nigérien,
Mohamed Bazoum avait accepté également d'accueillir des militaires de l'OTAN. Bazoum, il joue son va-tout. Il a vu tomber Damiba. Il a vu tomber Ibeka. Bazoum se demande certainement à qui le tour. Et quand il suit les émissions panafricanistes, parce qu'ils sont tous très friands des émissions panafricanistes, il nous entend dire que c'est à lui le tour. Et dans cette roue qui tourne, et dont il est le prochain sur la table, il fait tout pour avoir plus de sécurité. En fait, il ne demande pas aux militaires des différents pays de venir dans son pays pour lutter contre les terroristes, parce que ça, c'est pas sa préoccupation première. Il les fait venir parce qu'il se dit, il constitue un rempart au cas où l'armée le déchoyait. Pourquoi? Parce qu'il redoute que l'armée peut prendre ses responsabilités. Il faut pas oublier que Bazoum, c'est quand même le président qui a été le responsable de la plus grande purge militaire depuis la dictature des années 80 au Niger. Il a réalisé une purge militaire où il a enlevé plusieurs militaires. La rébellion qui a failli naître, bien qu'il y ait en naissance vers la Libye, cette rébellion, c'est quand même dû au fait que il y a eu une purge de plusieurs groupes sociaux. On va pas faire dans la délation ou bien dans l'apologie de la guerre tribale, mais il a réalisé une véritable purge dans l'armée nigérienne. Et cette purge qu'il a réalisée, cette purge appelle les militaires à agir. Et les militaires pourront agir avec tous ces militaires également, ces milliers de militaires étrangers sur le sol nigérien qui ont également pour objectif de protéger Bazoum lui-même. C'est justement de ça que Bazoum a peur. C'est-à-dire que quand il regarde tout ça, il se dit, cette armée peut à tout moment me destituer. Mais si l'armée venait à le destituer, quel serait son ultime recours? Si les militaires étrangers sont sur son territoire, il pourrait demander à la pseudo-communauté internationale de ramener ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel, mais en fait la forfaiture internationale. C'est ça, les plans de Bazoum. Tout ce qu'il fait, comme on dit au Cameroun, il court dans le sac. Il court dans le sac. En fait, il s'embrouille trop pour rien. Si les Nigériens décident d'en découdre avec lui, ils le feront en bonne et due forme et il n'y aura aucun recours. Parce que le seul souverain, c'est le peuple nigérien. Parce que le peuple nigérien, qui peut adouber les militaires qui vont le destituer, ne peut pas souffrir d'une intervention internationale. Si les forces internationales venaient à agir contre le peuple nigérien, cela interpellerait la solidarité africaine et panafricaniste. Nous irons alors nous battre au Niger contre les forces internationales. Et on verrait donc qui gagnerait ce combat. Parce que la souveraineté du Niger est d'abord la souveraineté de l'Afrique. Aucun des peuples qui fait sa révolution là n'est seul. Chaque fois qu'il engage sa souveraineté, il engage son combat pour la souveraineté, il engage tous les autres peuples d'Afrique. Et si il est menacé par un État tiers, eh bien, les peuples africains, dans leur solidarité, vont faire valoir leur droit à la souveraineté. 700 soldats de sabre vont devoir quitter le Burkina Faso dans les jours qui viennent pour se retrouver du côté du Niger. C'est quand même une grosse concentration de militaires étrangers. Est-ce que les autorités, venant déjà locales, les populations nigériennes vont également avoir le courage de dire à cette force sabre et à tous les autres, on le dit comme ça, militaires, de quitter le sol nigérien? 700, mon frère Ngos, 700 c'est quoi? C'est rien. C'est vrai. Plus ceux qui viennent du Mali. Ils viennent encore. Ils étaient combien en Afghanistan? Ils avaient une constellation de l'OTAN en Afghanistan. Mais les bergers d'Afghanistan les ont chassés. C'est pas la première fois qu'on les chasse. Qu'ils viennent aussi nombreux qu'ils le peuvent, quand le peuple nigérien prendra ses responsabilités. Nous l'invitons à ne pas avoir peur. Tous les peuples africains sont solidaires. S'ils touchent aux Nigériens, quand vous allez engager, nous autres peuples africains qui voulons la liberté, nous allons venir là-bas mourir. Ils vont tuer tous les Africains.
Nous sommes 1,4 milliard d'habitants. Il faut que le monde le sache. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants. Et si nous mettons seulement 200 millions de volontaires pour le Niger, je crois que leurs armées iront chercher le gros lot pour une guerre mondiale en Afrique. N'est-ce pas une autre guerre qui est en préparation avec cette constellation, on va le dire comme ça, de militaires étrangers sur le sol nigérien, mais surtout à côté du Sahel ou alors en plein cœur du Sahel? En fait, l'enjeu, c'est cela. C'est que les États-Unis, l'empire impérialiste par excellence, qui s'entoure de ses alliés de l'OTAN, a pensé la colonisation, la recolonisation de l'Afrique sur le modèle de l'installation des bases militaires, comme ça se fait déjà dans d'autres pays, comme ils l'ont réussi en Europe. Ils le font parce qu'ils se disent, pour que désormais ils soient chassés de ces territoires, ou bien pour que ces territoires soient libérés, il faudra certainement qu'à un certain moment, ça passe par une guerre. C'est l'hypothèse qu'ils ont posée sur la table dès qu'ils ont engagé les bases militaires. Nous, peuple africain, on ne peut pas partager le même logiciel. Mais nous devons aussi leur dire une chose, et ils doivent le comprendre. S'il faut finalement que la décolonisation totale de l'Afrique et la libération de l'Afrique passe par cette guerre, si elle est nécessaire, nous la ferons. Nous la ferons. Donc, il est aujourd'hui urgent de chasser toutes ces bases militaires du sol africain. Aucune de ces bases n'a de légitimité sur nos territoires. Nous ne sommes pas des handicapés. Nous ne sommes pas nés malvoyants. Nous ne sommes pas nés estropiés. Nous sommes bien portants. Nous n'avons pas un déficit de réflexion. Au contraire, nous sommes des hommes très intelligents, à la limite même très sages. Et pourquoi nous-mêmes, nous n'assurerions pas notre sécurité si nous avons toutes ces garanties morales, sociales et intellectuelles? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ces bases n'ont aucune valeur sur notre territoire. Les États-Unis ne sont pas l'ange Gabriel ou bien l'ange Djibril qui aurait été envoyé sur la terre pour sécuriser les peuples qu'ils estiment être faibles. Si ils ont un contrat avec Dieu, qui les a institués ange Gabriel, qu'il nous le montre. Que Biden cherche ce contrat, il nous le montre, une copie. Nous allons simplement lui dire, ah, mais comme c'est Dieu qui vous a placé comme les anges gardiens de la terre, ben, vous pouvez assurer notre sécurité. Au cas contraire, ils sont des hommes comme nous. Nous pouvons nous-mêmes assurer notre sécurité. Les Maliens sont en train de donner du tournis aux terroristes. Les Camerounais ont mis Boko Haram au pas. Aujourd'hui, Boko Haram, vous entendez encore parler de cette affaire? Les militaires camerounais, on n'a pas besoin, on n'est pas classé 20e, 10e armée ou bien 3e armée d'Afrique. Mais nos militaires sont efficaces parce qu'ils savent bien s'y prendre. Qu'ils nous laissent. Les Centrafricains qui sont en train de s'occuper de leurs rebelles là, s'ils sont classés 3e armée d'Afrique. Mais voilà des gens qui sont en train de pacifier leur territoire. On n'a pas besoin de leur base militaire. Nous-mêmes, on peut faire la sécurité. La preuve, nous on a libéré la France. On a libéré l'Europe de Hitler. Qui se souviennent de ça? Si on a libéré l'Europe d'Hitler, ça veut dire qu'on est de bons combattants. Nous-mêmes, on peut assurer notre sécurité. Qu'ils nous laissent, on fera nous-mêmes la sécurité. On connaît comment s'occuper des mécréants. On connaît comment s'occuper des criminels. On va s'occuper de ces terroristes. Qu'ils prennent leur matériel, s'ils peuvent pas nous le vendre, parce que c'est encore le matériel qui nous intéresse. Technologiquement, ils ont une certaine avance, mais encore que là, ils ont tout fait pour que ça reste comme tel. Nous pouvons nous-mêmes rattraper ce retard technologique. Les Chinois ne sont pas des dieux. Les Chinois qui ont refait leur technologie ne sont pas des dieux, sont des hommes comme nous. Les Russes qui font les missiles là, ils sont des hommes comme nous. Je tiens à me rappeler un élément. Le projet de la NASA, les projets de la NASA actuellement, les meilleurs ingénieurs qui sont sur ces projets, je dis les projets qui sont secret défense, ces projets, il y a beaucoup d'Africains qui sont là-dedans. Beaucoup d'Africains. Mais pourquoi la NASA utilise les Africains pour fabriquer ces fusées? Et ils n'arrivent pas à comprendre que ces Africains peuvent travailler pour l'Afrique. C'est une aberration, c'est une contradiction. Donc ils sont intelligents seulement quand ils travaillent pour eux. Ils ne seront pas intelligents pour nous. C'est une volonté simplement de maintenir l'impérialisme.
Nous allons récupérer nos ingénieurs quand ils vont partir. Même les drones, on a un Camerounais, les Shahed 136, mon frère Goss. Est-ce que vous savez que c'est un Camerounais qui fait les Shahed 136? Un jeune Camerounais, c'est lui qui fait les Shahed 136. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont dites là-dessus. Nous savons que ce dernier veut être très utile pour l'Afrique. Et nous lui disons déjà, mon frère, bientôt tu seras très utile. Nous, on n'a pas honte. On va prendre ça. Les Shahed 136, on va prendre ça. C'est très utile. Apparemment, c'est comme les Bayraktar TB2, en fait plus efficace même, parce que ça traverse des défenses antiaériennes qui paraissent être les plus robustes. Donc, si nous avons des Africains comme ça, je ne veux pas citer celui qui, le Zimbabwéen qui nous fait des choses, il fait des miracles sur le continent. Où les Américains vont encore nous donner quoi? Ils veulent nous donner quoi? En fait, qu'ils laissent leur charité, qu'ils laissent leur philanthropie. Nous-mêmes, on va s'occuper de nos terroristes. Merci à vous, Jonathan Batengre, d'avoir été des nôtres encore pour cette édition de Parole panafricaniste. C'est moi qui vous remercie, mon frère Goss, et je salue tous les combattants. Nous leur disons, restez dans les dispositions du combat. Nous devons gagner la victoire au bout. Et oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs, passez une agréable journée.